C'est l'histoire d'un jeune bourgeois rebelle, viré de 14 écoles et dédaigneux du bac, qui après une longue escapade en Afrique, une immersion profonde au pays des Maasai et des lions, a découvert, en faisant de la montgolfière, que la terre, vue du ciel, s'offrait comme un inestimable trésor. L'histoire d'un homme, déterminé jusqu'à l'extrême, ambitieux, exigeant, obsessionnel, qui a compris que pour exalter les merveilles de la planète et dénoncer les périls écologiques qui la menacent, les photos aériennes supplantaient tous les discours. L'histoire d'un aventurier, Yann Arthus Bertrand, qui avec des millions de photos prises de son hélicoptère, une passion sincère et un sens affirmé des affaires, s'est transformé en chevalier blanc de la Terre, avec une mission: avertir qu'il y a urgence, que la menace est réelle, que pour la première fois, l'homme tient son avenir entre ses mains et qu'il est trop tard pour être pessimiste. Il y eut un livre, Fondateur, phénomène mondial vendu à près de 4 millions d'exemplaires. Rappelez-vous cet immense cœur dessiné par le sable et la forêt, quelque part en Nouvelle-Calédonie, féerique. Il y eut sur tous les continents des expositions, des cartes postales, des émissions de télévision. Et puis ce film, Home, diffusé là encore sur petits et grands écrans dans 80 pays, pour réveiller les consciences. Le photographe, ami des stars et gouvernant, est devenu militant. Il enchaîne les projets pharaoniques et affirme de sa voix veloutée que l'engagement, décidément, rend heureux. Ce programme vous est proposé en audio-description. En fin de compte, tout ce travail sur la terre vue du ciel, c'est des cadeaux que je reçois. Regardez ce que je reçois en ce moment. Et je suis là pour vous le rendre. D'abord, j'ai découvert que la Terre était beaucoup plus belle que je l'imaginais. J'ai envie que chaque instant de ma vie soit utile et peut-être important. C'est extrêmement prétentieux, mais j'assume, c'est que les photos que je fais servent à quelque chose, qu'elles soient montrées, qu'elles amènent de la conscience, tout simplement. Carte du coin, le doubleur pour le 200 mm, batterie chargée. Tu me mets le 30, pas beaucoup de lumière aujourd'hui, donc 80. Quand la conférence de Rio est arrivée en 92, je me souviens très bien d'avoir regardé dans Le Monde cette double page sur Rio. Je me suis dit, je vais commencer un travail sur l'état du monde. Et surtout, dans cet article du Monde, c'est la première fois où on parlait développement durable, réchauffement de la planète, perte de la biodiversité. C'était bien indiqué. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire un gros travail sur la Terre. C'était plus, sans doute, à ce moment-là, moins activiste que je suis aujourd'hui, et plus sur la beauté de la planète et ce qu'il fallait préserver. Et ce travail qui a été long, on était petite équipe, 2 ou 3 à faire ça, on n'avait pas de moyens, parce que j'avais envoyé une lettre à tous les sponsors éventuels pour faire ce travail sur la Terre, bien sûr. Pas de réponse, donc on travaille avec des bouts de ficelle. Parce que la photographie aérienne, c'est compliqué. Il faut avoir les autorisations, il faut l'argent pour l'hélicoptère, il faut que la météo soit bonne. Là, ça illustre bien les problèmes qu'on a avec les hélicoptères. Ça a duré des mois pour avoir l'autorisation et on est prêt à décoller, je prépare le matériel. Et il y a quelqu'un de la sécurité, comme dans beaucoup de pays, qui doit voler avec moi, qui va compter les films que je vais faire. La photographie aérienne, c'est ça aussi. C'est d'attendre des heures que toutes les personnes qui doivent venir avec nous soient là. Et les mecs de la sécurité, chaque fois qu'on en a, chaque fois il faut les attendre. Chaque fois c'est le bordel. Chaque fois.
On devrait être en vol. Tu vois, là, je vais m'énerver dans 5 minutes. Parce qu'on est en train de monter une opération compliquée. L'hélicoptère est là, tout est là. Et on attend un mec de la sécurité qui ne sert à rien, qui n'est pas là. Je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et tout le temps dans ma tête dirigé vers ce que je suis en train de faire avec une obsession. Le matériel a été démonté pour rien, quoi. On avait été assez optimiste sur le vol quand même. On avait pris un gros sac. C'est rigolo parce que mon arrière-grand-père faisait la même chose que moi. Il publiait les livres des bateaux royaux qui partaient à l'aventure. Et dans tous ces bateaux, il y avait des scientifiques qui faisaient des dessins, qui faisaient des études et qui gravaient sur bois. Après, ils ont gravé sur métal et donc ils sont passés de l'édition de livres à l'édition de médailles. Voilà, c'était surtout des médaillés. Et mon grand-père était un passionné de médailles. Et c'est l'époque aussi, entre les deux guerres, où on faisait des médailles pour tout. Donc Arthus Bertrand était très connu pour ça. La lumière est beaucoup trop dure, c'est vraiment pas intéressant de filmer. On va faire encore un tour que Hugo. La lumière est beaucoup trop dure, elle ne montre pas du tout, elle ne sent pas le relief des pyramides où la lumière est blanche. C'est vraiment même pas la peine de faire des photos. On a vraiment l'impression de faire des cartes postales et de faire des choses qui ne sont pas très intéressantes. Moi, je sentais, en faisant La Terre vue du ciel, qu'on faisait une œuvre, qu'on faisait quelque chose. Je sentais que toutes ces photos, les unes à côté des autres, expliquant la Terre, était un travail très fort. J'étais un des seuls à le croire. Et puis, en même temps, je suis sans doute le premier à avoir travaillé la photographie aérienne, non pas avec un peu à l'IGN, c'est-à-dire des énormes grands angles, au contraire à cadrer au téléobjectif, donc à chercher le détail, à cadrer dedans. C'est peut-être ça aussi qui est ma singularité, et c'est toujours ce que j'aime, ce que j'adore. Et donc, il y a Hervé de la Martinière, qui est mon éditeur, et quand il a vu l'investissement que j'avais sur ce travail, il m'a dit, écoute, tu fais le livre que tu veux, le format que tu veux, on le vendra le prix que tu veux, bon, c'est le livre de ta vie, c'est l'an 2000, vas-y, fais ton bouquin. Et je me souviens, Hervé me dit, on va en tirer 35 000 exemplaires. 35 000 exemplaires, c'est un chiffre énorme pour un livre de photos. Le livre que j'avais le plus vendu, ça devait être 10 000 exemplaires, comme ça. Et Hervé croyait au livre, et c'est là qu'a été un truc incroyable. Tout de suite, le livre s'est vendu, mais tout de suite. Et ce livre, il a été en rupture de stock pendant 2 ans. On n'arrivait pas à réimprimer. Il était en rupture de stock partout. Alors vous avez publié La Terre vue du ciel, c'est un ouvrage qui a eu un succès considérable. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont moches à terre et qui sont beaux quand on est dans les airs? D'abord, la beauté, c'est très subjectif. Ouais. Quand je vole avec un pilote égyptien, il n'a pas le même sens de la beauté que moi. Lui, ce qu'il aime, c'est les rivières avec du vert autour, et tout ce qui est désert, dunes, pour lui, c'est pas beau parce que c'est sec et il n'y a pas de vie. Un peu plus par là, un peu plus par ici. D'accord. Là, c'est génial, pour moi. C'est exactement ce que je veux faire. Formidable. Le rôle du pilote est bien sûr important parce que c'est lui qui est entre la photo et toi. C'est lui qui va bien te positionner. Le cœur de veau, cette fameuse photo de The Cœur en mangrove, c'est le pilote qui m'a emmené là-bas. Et puis, je fais la photo comme ça. Bon, c'est pas mal, c'est un cœur. Et puis, on fait un livre sur Nouvelle-Calédonie. La photo est dans le livre, mais elle n'est même pas en couverture, tu vois. Et en fin de compte, c'est... Quand on a cherché une couverture pour La Terre vue du ciel, c'est une photo qui s'est imposée à nous. Et j'ai aussi imposé que ça soit la même couverture pour toutes les éditions du livre à l'étranger. Je pense que c'est ça qui a fait que la photo est devenue importante. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo? Moi, j'ai l'impression de faire quelquefois des bonnes photos. Il y a des gens qui détestent mes photos, qui trouvent que les photos d'Arthus Bertrand sont des cartes postales, qui n'ont aucun sens artistique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo? Qu'est-ce que c'est que la beauté? Moi, dans ma photographie, je suis quelqu'un qui ne construit pas beaucoup son image. Peut-être que je vais la cadrer, mais je me sers de ce qui existe déjà. Donc, c'est un peu comme si je me prenais dans un musée et puis je choisissais les beaux tableaux, quelque part. Bien sûr qu'il y a une part de moi importante que j'amène à l'intérieur. Sans doute une bonne photo, c'est une photo où il y a beaucoup du photographe dedans, où il y a beaucoup de ce qu'est la personne qui l'a prise. Je suis toujours autant
passionné, heureux, enthousiaste de faire de la photographie aérienne. Souvent, mes assistants m'entendent hurler, crier dans l'hélicoptère ou dire 100 fois la même chose, c'est magnifique. Ils sont toujours étonnés. Ils me disent, au bout de 30 ans, tu es toujours aussi passionné. Oui, oui, je crois que c'est ça qui me fait tenir. Regarde, c'est incroyable ce truc. Avec le soleil comme ça qui est en train de descendre. C'est ça qui est beau, voilà ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Après, on cherchait un musée pour exposer et aucun musée ne voulait de mes photos. Et puis Luxembourg, ils m'ont dit, écoutez, nous, on aime bien vos photos, on a acheté votre livre pour Noël. Si vous voulez, voilà, on vous donne les clés, débrouillez-vous, financez l'expo. Et je me suis retrouvé avec les clés du musée dans ma poche. Au début, j'étais furieux en me disant, quoi, c'est moi qui vais m'occuper de tout. Et c'était génial. J'avais les clés du musée de Luxembourg et à moi de faire l'expo que je voulais dedans. On a ramé comme des fous pour trouver l'argent, comme toujours, pour monter l'expo. On a fait toujours une entrée gratuite, ce que je voulais. Et ça a été un succès tout de suite, tout de suite. On avait mis quelques photos dans la rue pour appeler un peu, pour faire un peu de réclame, hein, pour que les gens voient l'expo. Et quand le Sénat a récupéré le musée de Luxembourg pour faire une grande expo de peinture, il y avait un tel succès, je voulais que ça continue. Et on a mis les photos, je me souviens encore, le dimanche matin, avec ma femme, mes assistants, on accrochait les photos sur les grilles. Et il y a eu des attroupements tout de suite. Tout de suite, les gens regardaient, demandaient ce que c'était, on mettait les légendes. Quoi. On a vraiment monté l'expo avec les gens. Et ça a été un truc inouï. J'ai vécu, moi, 6 mois de bonheur absolu de montrer mes photos dans la rue comme ça au public. J'ai adoré cette expo au Luxembourg et c'est vrai que ça a été le vrai début de la Terre vue du ciel parce que l'expo qu'on a fait au Luxembourg a été reproduit à, je crois, à 130 expositions. Et c'est encore une exposition qui tourne aujourd'hui. Bien sûr qu'on remet à jour, on a changé les légendes, on change les photos. Et ça, j'en suis assez fier. Nous ne sommes que les gardiens de la terre de nos Enfant. Voilà. Il y a des histoires inouïes sur ce livre. Plusieurs fois, on m'a dit que ce livre avait été enterré avec quelqu'un, dans un cercueil. Une dame qui arrive et qui me dit voilà, est-ce que vous pouvez signer ce livre pour ma fille? Alors je signe le livre, il y a beaucoup de gens autour de nous qui faisaient la queue. J'ai dit mais pourquoi vous n'avez pas amené votre fille avec vous? Elle me dit amenez-la la prochaine fois voir l'expo. Elle me dit j'aimerais bien, mais elle est morte il y a 8 jours. Alors on se met tous à pleurer, et elle me parle de la mort de sa fille. Il y a des histoires avec ce livre incroyables, incroyables. Vraiment, moi je crois qu'on fait ce métier parce qu'on aime les gens. Donc rencontrer l'autre, leur parler, c'est très important et on apprend beaucoup. Et je pense que le métier de photographe est très souvent au début un métier de fuite. On veut aller ailleurs, trouver ce qu'on n'a pas chez soi. C'est un grand classique. Pourquoi est-ce qu'on part? C'est pour trouver autre chose. Puis on revient chez soi comme toujours. Mais c'est un grand classique, ça, de partir. Partir pour mieux se trouver, quoi, en fin de compte. Pour mieux trouver ce qu'on est, parce qu'on étouffe on étouffe dans ce qu'on vous propose. Je me souviens, je suis parti de chez moi quand j'avais 17 ans et j'ai pas appelé ma mère pendant 1 an. Et il n'y a pas très longtemps, mon père m'a appris, il m'a dit, tu sais, ta mère pleurait tous les soirs. Et c'est drôle, j'avais honte. Et j'ai été voir ma mère il y a quelques années et j'avais les larmes aux yeux et je lui ai dit, tu sais, je voudrais m'excuser parce que quand j'étais gosse, j'ai vraiment pas été bien, je t'ai pas appelé, je suis parti. Et j'imagine que moi, si mon fils partait pour 1 an sans me téléphoner, je serais malheureux comme les pierres. Puis ma mère, qui a 80 et quelques, elle a rigolé, elle m'a dit, mais il y a longtemps que je t'ai pardonné, on pardonne toujours tout à ses enfants. Et on s'est embrassés, et c'était bien, j'avais pu lui parler. J'ai des souvenirs d'enfance formidables, parce que j'étais dans une famille de 6 enfants, choyés, petite bourgeoisie française, classique, des familles d'après-guerre, assez rigides, catholiques, oui, avec des règles assez strictes, et je me sentais un peu étouffé dans ces règles. Bon, ça, c'était l'avant mai 68, c'était classique. Et puis j'adorais mon grand-père, qui était un type qui a créé Vétran, qui était la personne qui l'a vraiment mis en avant. J'étais très proche de lui, et j'ai passé des vacances toujours au mois d'août avec lui. C'est certainement les meilleurs moments de ma vie, ces vacances que je passais dans la petite maison qu'il avait dans la Sarthe, où il me racontait ses histoires de guerre. Et puis il aurait vraiment aimé que je travaille chez Artus Bertrand. Moi, c'était pas mon truc. Tire, 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 tire.
Je suis très ému que cette école porte mon nom. Que bien sûr que je ne le mérite pas. Au début, j'avais refusé en me disant que je trouvais ça presque une imposture, qu'une école porte mon nom, ça me paraissait tellement invraisemblable. Et comme c'est souvent, c'est les enfants qui votent, on a du mal à refuser à des enfants, donc j'ai accepté. C'est donc une responsabilité, j'espère que j'en serai digne. Ça, c'est une maison. Avec la montagne, là. La montagne, d'accord, elle est pointue, la montagne. Est-ce que tu avais des bonnes notes? Non, très mauvaise. Très mauvaise école, très mauvaise. J'étais un gosse insupportable, tout simplement, et qui ne supportait pas l'autorité des profs. Donc chaque fois, j'essayais, je tenais tête aux profs à 12-13 ans. C'est pour ça que j'étais viré. J'ai fait 14 écoles, je crois. Chez moi, j'étais un cancre. J'étais pas forcément très respecté. Je pense que j'étais quelqu'un qui était un peu leader dans la classe pour déconner. Et c'est comme ça que j'existais, quoi. J'ai des très mauvaises écoles, j'ai même pas eu mon bac. Bien avoir mon nom sur une école maintenant. Et j'ai regretté. Donc je sais qu'aujourd'hui il faut travailler. Beaucoup. Et je travaille beaucoup encore en ce moment, j'étudie, je lis des livres. Si je n'ai pas fait l'école, je le fais maintenant. Il n'y a pas très longtemps, je me souviens de m'être réveillé encore, parce que j'avais pas fait mes devoirs à 60 ans, donc c'est un peu ridicule. Donc j'ai dû pas mal en rêver quand j'étais gosse. Et je pense que c'est bien sûr c'est de ma faute, mais que j'ai pas dû rencontrer la personne qui m'a fait aimer, alors qu'aujourd'hui j'ai une soif de connaissances incroyable. Et j'avais pas envie de ça quand j'étais gosse, quoi, voilà. Je pense que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire. On n'est pas obligé de savoir ce qu'on veut faire, puis la vie, elle t'explique où tu vas aller. Je voulais faire du cinéma, je voulais être acteur de cinéma. Après, quand j'étais plus vieux. Mais quand j'étais jeune, qu'est-ce que je voulais faire? À un moment, je voulais être pilote d'avion. À un moment, je voulais être militaire. Après, je voulais être curé. J'ai tout fait, quoi. Entre 17 et 20 ans, j'ai beaucoup vécu dans la rue et je rêvais de faire du cinéma, comme voilà. Donc on allait au studio de Boulogne, on balayait les studios, et puis je rencontrais des acteurs. Puis je rêvais de faire de la réalisation. Donc j'ai le 3e assistant, c'est le gars qui amène les sandwichs. Et puis je suis très copain avec 2 producteurs qui m'ont fait faire un test d'un film. Et puis par hasard, j'étais pris pour un rôle important dans un film de la Metro-Goldwyn-Mayer, un film d'Étienne Perrier, avec Michel Morgan, Paul Schmidt, qui était un acteur allemand très connu, que moi je connaissais pas. Et je me suis retrouvé d'un seul coup tournant à Saint-Tropez sur un yacht. Et j'ai pas tout compris que c'était important le cinéma. En fin de compte, moi j'ai vécu cette histoire de grandes vacances à Saint-Tropez. J'avais loué une voiture américaine avec un chauffeur. Je vais dire mes copains de Paris. Et j'ai fait la fête pendant 2 mois en tournant ce film. J'avais même pas 18 ans, j'avais même imité la signature de mon père pour signer le contrat. Puis après, mon père l'a su. Alors mon père, il avait fait une lettre que j'ai retrouvée il y a pas longtemps. Il disait dedans, la lettre qui était adressée au producteur, il devra s'appeler Yann Arthus, mais non pas Arthus Bertrand. Il voulait pas qu'on abîme le nom en faisant du cinéma. Vous vous souvenez des films dans lesquels vous avez tourné? Oui. Vous avez joué dans OSS 117, pas celui de Jean Dujardin, hein, mais dans OSS 117, Prends des vacances. Malheureusement. Ouais. Et puis on m'a dit, bon écoute, je pense que c'est pas ton truc d'être acteur. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Yann Arthus Bertrand, qu'est-ce que vous avez comme animaux à part ça? Nous avons des cerfs, nous avons un grand troupeau de daims, une centaine de daims. Nous avons une grande réserve de 1000 hectares dans laquelle vivent 350 sangliers que Madame Villeneuve a créés. Et ici nous avons des blaireaux. Oui, c'est un peu les animaux préférés et les animaux chéris de la maison. Je me suis occupé d'un parc, de réserve zoologique pendant une dizaine d'années avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. On a eu on avait 170 000 visiteurs par an, j'avais créé un restaurant, c'était un vrai petit business. Et j'ai découvert sans doute avec cette personne ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire elle m'a beaucoup appris sur quelque chose qui était profond en moi, c'était certainement un attachement viscéral à la nature. Et comment êtes-vous venu à ce métier? Vraiment, c'est une vocation. Quand j'ai vu ces animaux, ça m'a passionné, je suis resté. Comment êtes-vous rentré en possession de ce rapace? Nous avons hérité de ce grand-duc par des chasseurs qui l'ont blessé et qui très gentiment, au lieu de le laisser mourir, nous l'ont amené. Nous l'avons soigné et il est resté très très gentil et très affectueux et même reconnaissant, je veux dire.
C'est l'époque aussi où on pouvait avoir un lion chez soi, ramener une panthère d'Afrique, avoir des chimpanzés. Donc j'avais récupéré pas mal d'animaux qui avaient été élevés chez des gens et qu'on ne pouvait pas remettre en liberté, et donc qu'on avait dans mon parc. Puis j'ai élevé dans ma vie sûrement une vingtaine de grands fauves, comme des tigres, des lions, que j'avais eu tout bébé, et qui sont après dans des parcs, et que j'ai eu beaucoup de mal à quitter d'ailleurs quand je suis parti de mon parc. Ça a été pour moi un vrai déchirement de quitter tous ces animaux que j'avais élevés. Je pars en Afrique parce que ça se passe là, quoi. On est toujours fasciné. C'est bien d'avoir des lions dans un parc avec des comme à Touareg qu'on visite en voiture, mais les voir vivre en liberté, c'est autre chose. Puis avec les lions que j'avais élevés, j'avais créé une espèce de relation très particulière. Ça me passionnait. Donc je suis parti avec Anne, ma femme que j'ai rencontrée juste avant de partir, en Afrique. Je rêvais d'être scientifique. Je me rends compte, toutes les études que j'avais pas faites, je voulais faire un doctorat de comportement sur les lions au Masai Mara, et donc j'étais vraiment axé là-dessus, et ce que j'avais envie de faire, et je voulais finir ma vie en Afrique. En fin de compte, je me voyais en Land Rover, en short, voilà, dans un campement avec mes amis africains, au milieu des animaux sauvages, d'Actari un petit peu. Et l'idole, mon idole à cette époque-là, déjà, c'était Jane Goodall. Jane Goodall qui avait fait ce livre, Les chimpanzés et moi, et qui m'avait fait découvrir ce que c'était des études sur le terrain, des animaux en liberté, cette vie en complicité avec l'animal sauvage qu'on redécouvrait, m'a vraiment fasciné. J'étais là-bas en 78 à 80. Et donc je me suis installé au Masai Mara. C'est là où il y a la plus belle concentration de lions, il y a tout. C'est magique, tous les photographes animaliers du monde vont à cet endroit. Et je me souviens d'avoir vu une montgolfière. Et je me suis dit, mais ça serait génial que je sois pilote de cette montgolfière, parce que j'adore voler, je suis pilote avion, et je pourrais travailler. Donc j'ai été les voir. Je leur ai dit, voilà, moi j'aimerais être votre pilote, je suis pilote avion. Et ils ont dit, mais c'est génial, parce que nous on a beaucoup de mal à trouver des pilotes qui veulent rester 2 ou 3 ans au Kenya. Et moi c'était mon rêve. Donc ils m'ont payé mes études de pilote professionnel de montgolfière. Et je suis resté à travailler sur les lions avec Anne, avec ces 2 petits garçons, Baptiste et Guillaume. Et on a construit une maison en bois, je me souviens encore, parce que c'est génial de construire sa maison, c'est magique et c'est très symbolique. Et pour moi, c'est certainement des moments les plus heureux de ma vie. Je commence à faire quelques petites photos, mais c'était plus pour l'étude qu'on faisait pour bien marquer chaque portrait de lion qui était dans un cahier, pour bien marquer à quoi il ressemblait. Et puis, on partait le matin en montgolfière à 6h30. Et un jour, je suis rentré dans un éléphant, j'étais en retard, je courais comme un fou. Les clients m'attendaient pour partir en montgolfière et j'ai buté dans un éléphant plein dedans. L'éléphant, il a poussé un hurlement de terreur, il est parti en hurlant. Et moi, je me suis assis par terre et pendant 10 minutes, je ne pouvais plus marcher tellement j'avais eu peur. Tous les matins, le problème, trouver les lions. Donc tu vois, on demande au guide pour touristes où sont les lions. Je savais quelques mots en swahili. Et j'étais très ami avec tous ces chauffeurs de touristes. Ils m'ont beaucoup aidé à travailler. Et assez étonnamment, ils étaient passionnés par ce qu'on faisait. Et même eux, ils nous disaient ce que faisait notre groupe, nos groupes de lions, quand on n'était pas là. Quand on fait une étude, le seul problème qu'on a, c'est qu'on doit rester tous les jours. On ne pouvait pas partir. Mais beaucoup de gens venaient nous voir. C'était une vie de rêve. Et puis je me suis pris au jeu et j'ai adoré faire de la photo. J'ai adoré ça, j'ai adoré cadrer. J'ai découvert la photographie sur place. Je pense que, je le dis souvent comme une boutade, que c'est les lions qui m'ont appris la photographie. Parce que j'ai appris la lumière, j'ai appris la patience, j'ai appris à regarder, à attendre. Ça, c'est une photo que j'adore. C'est une photo que quand je l'avais trouvée, je voulais l'acheter. Parce que je trouvais qu'elle était toute floue. Ma femme m'a dit, mais t'es fou, regarde cette photo, elle est magnifique. Et c'est vrai que c'est des photos que je préfère. On était à 1 mètre, là. On était à 1 mètre. Avec les enfants, c'était la première chasse qu'ils voyaient. Je me suis dit, en rentrant, ils vont faire des cauchemars. Pas du tout. Et là, c'est la première rencontre avec Hervé de la Martinière, qui est mon meilleur ami, qui a fait mon premier livre et qui est en train de faire le dernier. Ça, c'est bien. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tous les jours, je fais de la montgolfière
sur le territoire de mes lions, parce que je passe au-dessus, et je m'aperçois de l'importance de ce que je peux voir, de ce que je peux comprendre avec la photographie aérienne que je vois pas du sol. Et le passant tous les jours, cherchant avec mes jumelles les lions, avec Tokiwoki disant ma femme écoute, je crois qu'ils sont par là, va voir. Je me suis bien aperçu des différences de perspective du territoire que j'avais avec la photographie aérienne. Et quand je suis rentré à Paris après l'étude, Hervé de la Martinière m'a dit toi qui as beaucoup volé, tu devrais essayer de faire un livre sur Paris. Et en fin de compte, j'ai adoré voler sur Paris, qui était aussi un territoire que je connaissais bien, et je le voyais d'une façon différente. Tout est parti un petit peu de là, et puis on était très peu à le faire. Et surtout, la photographie aérienne explique énormément de choses, montre énormément de choses. C'est ce qui m'a intéressé, toujours le côté d'apprendre, de savoir plus. Et vous savez qui est là-haut? Yann Arthus Bertrand, tout là-haut, tout là-haut. Faire de belles photos de ce Roland Garros 97. Oh, il a... Ah là là, non. Il a manqué son smash, la balle était trop haute. 15-0. J'ai amené dans le sport une nouvelle image qui se faisait très peu à cette époque-là parce que les gens ne travaillaient pas avec des gros télés. Moi, je passais directement de la photo animalière au sport. Et immédiatement, mes photos ont très bien marché. Et Jacques X, qui était un pilote automobile, m'a dit « Tu devrais, toi qui aimes l'Afrique, essayer le Paris-Dakar ». Et j'ai découvert beaucoup de choses. Et toute cette Afrique française que je connaissais pas, j'ai découvert là. Maintenant, sur les problèmes écologiques, c'est vrai que je me souviens, piquant des crises terribles en arrivant après les bivouacs, en voyant ces papiers, ces bidons d'huile qui étaient laissés partout. Je m'étais même engueulé avec Sabine là-dessus. Et maintenant, ça n'existe plus. Ça, c'est bien sûr nettoyé parce que c'était une espèce de merdier total. Et quand les gens passaient, tout le monde s'en foutait. À cette époque-là, d'ailleurs, j'étais le seul à râler. Hein. Et puis, bon, on abîmait les routes, certainement qu'on abîmait un peu les routes, mais on amenait énormément d'argent dans les villages. Et aujourd'hui, où le Dakar ne passe plus en Afrique, il n'y a pas très longtemps, pour tourner home, je me suis arrêté dans un petit village qui s'appelle Tichit, au nord de Mauritanie, où le Paris-Dakar passait tous les ans. Et pour eux, c'est un drame que le Paris-Dakar ne passe plus, parce qu'ils gagnaient... en 3 jours, ce qu'ils gagnaient en 1 an. Et aujourd'hui, bien sûr, que je ne referais pas le Paris-Dakar, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis le Paris-Dakar d'il y a 20 ans n'était pas du tout le Paris-Dakar d'aujourd'hui. Il faut imaginer ce qu'était le Paris-Dakar à cette époque-là. C'était une espèce de... un truc insensé, quoi, une espèce de star system. Et toute la France vibrait au Paris-Dakar dans les années 80. Et j'ai adoré... en tant que journaliste, suivre cette course. On travaillait énormément, on partait à 5 heures du matin, on se couchait à minuit, on envoyait les films, on vivait une aventure, puis dangereux quand même, c'était... vu comment moi j'ai arrêté pratiquement quand Iris Sabine s'est tuée, c'était quand même, on vivait quand même avec la mort tout le temps autour de nous. Hein. Chaque année, il y avait des morts, faisait partie de l'histoire. C'est vraiment un hélico de collection, ça. Hein? C'est un hélico vintage, ça. Tête à soi. Allez, on est parti. De toute façon, l'hélicoptère est un moyen dangereux de travailler. J'ai perdu énormément d'amis pilotes et d'amis tout court. J'ai même eu, moi, un accident où j'aurais dû y passer. Et donc, j'ai vécu ce moment, tu sais, où on te dit, tu as quelques secondes, ça va durer 20 secondes, où tu vois que tu tombes en flèche, en vrille, que tu vas t'écraser. Ben, ma vie ne s'est pas du tout déroulée devant moi. Je me battais pour dire au pilote « redresse, redresse, redresse ». J'ai même pas eu peur, alors que je savais que j'allais mourir. Et voilà, et une chance extraordinaire, on s'est craché sur un arbre et après tombé sur une maison. L'hélicoptère s'est cassé en deux. Et c'était sur la Nouvelle-Orléans, et les Américains nous ont sauvés. D'ailleurs, ils n'en revenaient pas qu'on soit en vie. Non, j'ai pas eu peur. Génial, mon petit Guillaume! Ouais! Pas devant la lumière, la lumière! Oh! Un jour, je passe devant le salon de l'agriculture, et c'est vrai que je suis un passionné des races anciennes, des races domestiques. Et je me dis, tiens, je ferais bien un sujet sur les animaux. Alors, je rentre dedans, et immédiatement, je me dis, il faut que je fasse une bâche.
Et ces animaux sur ces bâches, immédiatement, il y a eu un côté magique, de lumière, il s'est passé quelque chose. Mais surtout, ce qui a été intéressant, ce que je ne voulais pas faire au départ, c'est que je me suis aperçu que ce qui était important, ce n'était pas l'animal, c'était le propriétaire. Et ça a été une chose, ça n'a pas du tout une chose voulue, ça s'est imposé à moi. Et le salon de l'agriculture, je l'ai fait pendant 10 ans. Et c'est un travail qui est inscrit dans mon corps de photographe. Attendez, c'est parti. Tout le monde me regarde, on se concentre, la vache. Voilà. Moi, j'ai une caractéristique qui est importante dans ce que je fais, c'est quand je trouve quelque chose où je suis bien dedans, je reste, je m'installe, je m'incruste, j'essaye de m'améliorer en permanence. C'est beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup plus de mouvement par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'on peut le faire en courant? La dernière fois en courant, s'il te plaît, comment c'est quoi son prénom? Pascal? Merci. Et c'est un travail que j'ai fait en Argentine, je l'ai fait en Italie, je l'ai fait en Angleterre. J'ai fait un livre sur les chevaux. J'ai dans le monde entier photographié les gens toujours avec leurs chevaux, toujours sur cette bâche. Et ce que j'aime dans ce travail, c'est que ça donne aux paysans, qui est souvent quelqu'un qui ne s'est pas posé, qui est gêné, là, à côté de son animal, d'un seul coup, il existe, il y a quelque chose de naturel, de vrai en lui. Qu'on arrive à prendre, que je pourrais sans doute pas prendre s'il est tout seul sur la bâche. Donc l'animal, lui, je ne sais pas comment expliquer, mais il devient quelqu'un de central sur l'image. Et bien évidemment, le type qui a un chihuahua ne ressemble pas à un type qui a un berger allemand, ça c'est évident. Est-ce qu'on pourrait penser que tu tiennes un morceau de viande à la main ou un truc? Regarde si tu pouvais avoir un truc sur l'épaule ou un... Non, l'autre côté, la lumière est là. Voilà, comme ça, c'est génial. Voilà, c'est vachement bien. Ça. L'Express m'avait demandé de faire un travail sur les Français. Et donc j'avais été photographier les Français dans toute la France, et d'un SDF au président de la République. J'avais été photographier Mitterrand, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, il aimait bien la photo. Et je l'avais installé sur la bâche en bâche décalée, quoi. Ce qu'on appelle bâche décalée, c'est-à-dire qu'on voit la bâche et tout le décor derrière. Puis il est arrivé, il dit « Mais c'est la bâche des cochons, ça !» Je dis « Oui, monsieur le Président. » Al, merci d'être avec nous. Vous avez eu le prix Nobel, vous avez ce film formidable vu par des millions de personnes et j'ai vraiment l'impression que pas grand-chose bouge. C'est le métier génial de photographe, ça. C'est le métier Tintin, où on part avec son sac, on est prêt à toutes les rencontres. Il paraît que vous recyclez l'autre de votre bain. Oui, oui. De votre bain. Oui, pour les fleurs. Oui, on ne gâche rien ici. Rien ne vous est interdit. Il n'y a pas de gens impossibles à rencontrer, on y arrive toujours. C'est le métier de journaliste, en fin de compte. Les belles images, je les aime comme vous. Grâce à mon travail, j'essaye de faire prendre conscience qu'il est urgent de se mobiliser. Ce soir, c'est justement le propos de la nouvelle série de Vue du ciel. Alors pourquoi la télé? C'est Anne qui m'a convaincu en me disant « Tu vas pouvoir parler à 5 millions de personnes de tes convictions, de faire avancer les choses, il n'y a pas mieux que la télévision, tu devrais essayer. » Et ça a été extrêmement dur au début, parce que je ne me sentais pas à l'aise, parce que c'était des textes qui ne m'appartenaient pas. Voilà, donc je ne m'étais pas libéré de tout ça. On y va. Bonsoir. Nous allons voir que on recommence. C'est un pays que j'aime, mais c'est surtout, allez on revient. Et c'est aussi dans ce pays, en montgolfière, vue du ciel, que j'ai commencé à... Et aujourd'hui, je dois reconnaître que j'aime parler devant une caméra, j'aime ça. Je suis heureux de parler à des gens qui font. Comme j'ai envie de les mettre en valeur, comme je suis content de parler avec eux, comme j'ai l'impression qu'ils vont m'apporter quelque chose et que je suis content de les mettre dans la lumière. En tout cas, vous êtes un couple formidable. Merci. Et de toute façon, c'est eux qui nous rendent le bonheur. Hein, c'est du bonheur partagé entre tous. On n'a pas peur de dire les choses. Et d'ailleurs, vu le nombre de mails que je reçois d'insultes après les émissions, je sais bien que ça dérange un petit peu. C'est une émission que je suis fier de faire. Fier parce qu'on dit des choses importantes.
Nous allons voir ce soir que l'ère du pétrole abondant et bon marché touche à sa fin. Avons-nous pris conscience de ce qui va changer dans nos vies? Certainement pas. Et c'est ça qui dérange. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que je suis entré en mission? Il y a quelque chose de ça. Je ne pense pas que je pouvais faire ce travail pendant, maintenant, ça fait quand même 17-18 ans que je travaille sur ce projet de la Terre vue du ciel, sans être complètement transformé. C'était pas possible. Pas possible parce que je l'ai fait avec passion, avec du cœur, en essayant de comprendre. C'est partie de ma vie, c'est inscrit en moi, c'est pas quelque chose de superficiel. Et quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma vision du monde a changé. Mais je pense qu'on évolue tous, on est perpétuellement en évolution. Et que tout ce travail m'a rendu vraiment moins con. C'est évident. C'est pas de l'écologie heureuse, ça. Ça donne la pêche, tout ça. Hein. C'est peut-être ça le bonheur. Là, je vis un instant de bonheur. Un vrai. Je suis content parce qu'elles sont heureuses. Je suis bien parce que je sens qu'on tient le bon bout et les gens sont en train d'agir et voilà, ça me rend heureux. C'est tout. Des larmes de joie? Je pense sincèrement que l'engagement rend heureux, et moi je l'ai vu. Ce milieu associatif, ce milieu de bénévoles, de gens qui s'engagent, c'est le milieu duquel j'ai envie de faire partie. Et quand je survolais en hélicoptère, je voyais des gens tout seuls qui marchaient, je me disais toujours, mais qu'est-ce que ces gens-là vont me dire? Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire 6 milliards d'autres. Je m'étais dit, après la Terre vue du ciel, j'irai photographier et filmer tous les gens que j'ai filmés vus d'en haut, et je leur poserai à tous les mêmes questions sur le sens de la vie. On s'inventait des histoires en survolant le monde, tout en restant dans le grenier. I had a big laugh today. Je me souviens, un des premiers souvenirs, c'est quand ma mère m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai répondu cambrioler des banques pour avoir plein d'argent. Ma plus grande peur, j'ai peur de Dieu. Que mon fils épouse une femme que je n'aime pas. Jeune, je n'avais peur de rien. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Il vaut mieux qu'ils aient peur de moi. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie? Est-ce qu'on croit en Dieu? Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire à ses enfants, quoi? En fin de compte, c'est toutes les questions qu'on se pose nous-mêmes tous les jours. Et je crois que toutes ces réponses qu'on écoute dans 6 milliards, c'est un miroir. Le sens de la vie. Je suis Kennedy. Si tu peux m'aider. Et je me souviens, il y a un jour un type qui m'a dit, vous savez, dans votre exposition, mon cœur a explosé. J'adore ça. En fait, j'aimerais savoir quel est votre prochain projet. J'ai envie de faire quelque chose dans ce sens-là, de voyager tranquille. Et puis, il y a un type un jour qui passe et qui dit, mais vous vous faites avoir, de toute façon, cette exposition a été financée par les banques, c'est bidon ce truc-là. Puis alors, il y a quelqu'un qui lui parle, il dit, mais rentre dans les tentes, laisse l'amour rentrer en toi. Et tu dis, mais c'est des conneries ce que vous me racontez, vous voyez bien que c'est là, on est manipulé par le grand capital, cette exposition est financée par la BNP. Et puis il y a un type qui arrive, qui l'embrasse et qui lui dit, va dans les tentes, va voir. Et le type, il va dans les tentes, il rentre. Puis je dis au type, mais c'est un de vos amis? Non, non, je le connais pas. Mais il me faisait tellement de peine que j'ai voulu l'embrasser et lui dire qu'il y aille. Et c'est drôle, ça m'a touché de voir l'humanité, l'humanisme que tous ces gens, tous ces interviews nous avaient apporté. C'est grâce à cette aventure que ma fille et moi nous sommes réconciliés. Pourquoi? Elle a 26 ans, elle est venue ici, elle m'a dit je suis ressortie, j'étais plus la même. Et ça faisait 13 ans qu'on était séparés. Maman, je t'aime. Elle l'a pas dit, mais c'est pareil. Mais elle va le dire. C'est génial, non? Dans un musée, les gens restent en moyenne 1h15. Au Grand Palais, il restait 4h15.
d'où malheureusement les queues, les gens qui ne pouvaient pas rentrer. Je vous conseille de revenir un autre jour. On est ouvert de 10h du matin à 10h du soir jusqu'à jeudi. Voilà. On est désolé, mais c'est blindé et vous pourrez être... J'aime cette vie, j'aime travailler. Mais j'ai pas l'impression de tellement travailler. J'ai l'impression souvent d'être un peu feignant, de traîner, Non, j'ai pas l'impression de faire tellement de choses, mais j'en fais beaucoup. C'est, je vous le disais tout à l'heure, l'événement ce soir. Le film Home sera diffusé sur France 2, tout comme dans près de 120 pays dans le monde. Un film en forme de document pour nous et pour les générations à venir. Moi, j'en suis pas revenu qu'avec Home, on ait battu un record historique en prime time d'une chaîne publique. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, au contraire, les gens ont envie de savoir. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. J'ai vraiment pensé à faire du cinéma le jour où j'avais apporté le film d'Al Gore à l'Assemblée nationale et que j'ai vu ce silence, moi j'avais déjà vu le film plusieurs fois, comme les gens étaient tendus, quoi, de communier ensemble dans une salle sur un grand écran. C'est pas la télé, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on y va pas alors? On y va. Non, on y va. Et ça m'a foutu une trouille d'enfer. Je me souviens, la première année où j'ai commencé à tourner, j'étais paniqué. Un doute, une inquiétude. Je partais sans scénario, tournais autour du monde. Je me suis dit, mais t'es quand même gonflé, quoi. C'était de l'argent comme jamais j'avais eu, avec une équipe qui était à l'écoute de ce que j'allais dire. Donc, c'était beaucoup de gens qui comptaient sur toi, et je me suis dit, mais c'est une imposture. Là, tu joues au con, là. Et je me suis lancé dans le film, très, très inquiet au début, je dois reconnaître. Mon colonel Jean-Robert. Oui, Ça va? oui, ça va, ça va. Dis-moi, combien de temps il faut pour aller comme ça? Alors, on va faire ça en direct. Hein. En direct, 45 minutes. 40, bon. Donc on a assez pour on revient pas ici. Hein. On fait donc ça, comme ça. Hop, on se pose là. Oui. On fait le plein. Oui. Après, on va où après? Après, on va ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été direct comme ça puis remonter après? C'est plus malin. Pourquoi on n'a pas fait ça? Je pensais que cette voie devait être faite. Oui, tu as raison. D'abord, on réussit rien tout seul. On fait rien tout seul, on fait ça avec les autres. Il faut choisir les gens et c'est d'avoir choisi les bonnes personnes. Dès qu'il y a un plan, tu as fait un petit coup, paf, on refait. N'hésite pas à le dire. Ok? Voilà, comme ça, encore, monte pas encore. Et tu montes, voilà. Ouais, ça c'est super. Voilà, tu peux y aller, voilà. On a tourné pendant 2 ans, c'est 500 heures de tournage en essayant de faire des images les plus belles possibles. Et après, qu'il a fallu faire le montage, là, ça a été l'angoisse totale parce que remettre ces 500 heures d'images dont il y en avait 200 quand même assez fortes. Je sais pas s'il faut parler de j'en sais rien, tu vois. C'est là où la transition va pas être forcément très facile. Et là, d'un coup, tout s'est accéléré dans les années au début du siècle avec la découverte de l'énergie. J'étais étonné de la confiance que les gens avaient en moi, alors que j'avais jamais fait de film de ma vie. Les gens m'ont donné beaucoup d'argent, m'ont fait confiance sur un projet de 5 lignes, quoi. Vous aviez déjà fait beaucoup de documents sur France 2, il y a eu le film d'Al Gore. Qu'est-ce qu'il a de plus finalement ce film? D'abord, on a globalisé tout. D'abord, c'est l'histoire extraordinaire de la vie sur Terre. Le film n'est pas tout anxiogène. La vie, c'est inouï comment la vie est arrivée. Parce qu'on dit parfois que vous êtes catastrophiste, un peu. Moi, je voulais faire un film activiste. Donc c'était un film qui était là pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus amené l'écologie au cœur des consciences. C'est beau ça, hein? Pas mal. J'adore ça, ce genre de plan. Là. Tu vois vraiment la texture de la glace et qu'on est large, quoi, tu vois. C'est drôle parce qu'il y a souvent autour de moi, dans les critiques que je vois, une espèce en effet, d'entrepreneur avec une vision stratégique que j'ai pas du tout. Moi, je travaille au jour le jour. Je crois que j'aime entreprendre. J'aime m'entourer de gens qui m'apportent énormément, parce que bien sûr, on ne fait pas ça tout seul. Et j'aime les choses soient bien faites. Voilà. Il n'y a absolument aucune stratégie dans ce que je fais.
C'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est fou ce côté plaisir qu'ils ont l'air de prendre dans cette eau chaude. On a l'impression que c'est le bonheur, les yeux fermés en train de s'épouiller. Magnifique. Vraiment un spectacle. Ça va, toi? Il y a le vieux mâle là, qui surveille sa famille. Aujourd'hui, la défense de la planète est quelque chose, j'aime pas ce mot-là, dire que c'est à la mode, mais c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc on est dans un créneau où je suis arrivé à un moment où ça intéresse tout le monde. C'est pas un choix, je pense que je le ferais quand même si ça marchait pas. Mais je suis toujours étonné du succès qu'on les livre, ou même du succès de Home, oui, je suis étonné. La diffusion à la télévision du documentaire Home, qui a été suivi par 8 millions de personnes vendredi, suscite la polémique. Plusieurs hommes politiques ont estimé que celle avait contribué à faire voter écologiste. Mais bien sûr que ça a eu un impact. France 2 a fait près de 9 millions de spectateurs. 9 millions de personnes qui, j'espère, ont été convaincues quelque chose qui n'allait pas bien et qu'on devait changer notre façon de vivre. C'est certainement un signal fort qui a été envoyé aux politiques. Même si je vote vert depuis toujours et je l'annonce, je n'aime pas la politique. Aujourd'hui, les hommes politiques dirigent avec les sondages. Puis l'homme politique est coincé par des problèmes économiques que moi je n'ai pas à gérer. Aujourd'hui, l'écolo, il envoie la bonne parole. Ce qui est bien avec les livres d'Arthus Bertrand, on sait d'avance ce qu'on va voir. On sait qu'on va avoir des photos magnifiques et on sait qu'on va avoir des lieux communs, genre tout le monde il est beau, il faut être gentil avec sa maman, il faut l'amour c'est mieux que la guerre. J'ai dit ça, il faut être gentil avec sa maman. Oui, enfin non, mais c'est moi qui invente, mais c'est la même chose. Mais en même temps, il faut être gentil avec sa maman. Je suis bien d'accord. Est-ce que Arthus Bertrand emmerde avec ces messages culpabilisants ? Certainement qu'on emmerde un petit peu parce qu'on met en cause notre façon de vivre. On met en cause un progrès. Donc quelque part, c'est un confort formidable que nous a amené tout ça, qu'on n'a pas envie de quitter. Mais on va bien être obligé un jour. Donc il faut bien qu'on l'accompagne et qu'on l'accepte. Et le monde de demain sera pas le même monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on emmerde les gens? Oui, je pense qu'on les emmerde un peu. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de bretelles quand même. Hein. Bon alors, je suis assez impressionné. Alors, ça se porte comment? Fermé ou ouvert? Porte fermée ou ouvert? On peut mettre les mains dans les poches ou pas? Non, ça se fait pas. C'est chaud, hein, c'est chaud comme truc. Est-ce que je cours après une reconnaissance? Certainement. J'ai toujours nié, puis avec le recul, bien sûr. Oui, mais quand on a la reconnaissance, on veut autre chose. Voilà, on veut aller plus loin. Ça ne sert à rien, la reconnaissance. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de M. Yann Arthus Bertrand, élu membre de la section de photographie de notre académie. Quand tu te retrouves en costume d'académicien, sous la coupole, bien sûr que tu es impressionné et tu es content. Et je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs. Il y a beaucoup de vanité et de superflu là-dedans. Voilà, mais je l'accepte. Je vais vous immortaliser. Vous allez tous regarder en l'air. Regardez tous en l'air. Papa aussi, regarde en l'air. En l'air. Et on va faire une photo de vous. Regardez tous en l'air, s'il vous plaît. Tout le monde en l'air, regarde. Voilà. Il y a un immortel qui fait une photo. C'est pas Dieu. Vas-y. Regardez bien, envoyez de l'amour. C'est fait. Je ne sais pas très bien à quoi on sert à l'Académie des Beaux-Arts, mais je l'ai bu comme du petit lait, quoi. Je l'ai accepté. Voilà. C'est un moment où on dit des choses gentilles sur toi, et toi tu dis des choses gentilles sur les gens qui sont là, et voilà, c'est un moment fort. Moi j'ai extrêmement été porté par le succès de La Terre du Ciel, par le succès de l'émission de télé, par le succès de Home. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, la voie, elle est de dire la vérité.
et pas de cacher. Et aujourd'hui, la qualité, en tout cas, ce qu'on peut apporter, c'est ça, c'est regarder la vérité en face et dire les choses. Et c'est ce que j'aime faire. C'est ce que je vais continuer à dire et à faire. La prochaine fois, l'empreinte